Patrice André, vous êtes magistrat, éclaircissons un peu ce débat. 3 précisions. Alors c'est vrai que je regrette qu'il ait été impossible de débattre avec le rapporteur devant le Sénat. J'avoue que j'en suis encore un peu sidéré. Je voudrais simplement dire que, pour prolonger ce qui a été dit sur la difficulté à avoir ce débat, le gouvernement a déposé un amendement devant le Sénat le 19 mars, dans lequel il demande que désormais toutes les questions liées à l'application de la future loi Taubira, si par malheur elle était adoptée, soient passées par voie d'ordonnance de l'article 38 de la Constitution. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de débat, y compris au Parlement, sauf lors du dépôt du projet de loi finale de ratification de ces ordonnances. C'est une décision extrêmement grave parce que dans ce domaine, c'est vraiment certainement pas ce qu'il faut faire, dans la mesure où, même si le projet était adopté, il y a tellement de difficultés qui ont été élucidées par les différentes institutions qui ont été saisies, qu'il est impensable que l'approfondissement du débat n'ait pas eu lieu. Une telle situation a-t-elle déjà été observée sur une loi similaire ou différente auparavant? Non. Sur des lois qui posaient autant de problèmes, qui touchaient tous les citoyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors qu'on ne veut donner quelque chose qu'à une infime minorité, il n'y a pas de précédent de refus de débat au Parlement. C'est quelque chose qui est absolument nouveau et qui est effectivement très dommageable et même plus que ça inquiétant pour l'ensemble de notre système démocratique. Myriam, vous représentez ce matin aussi une catégorie, une minorité de cette population que l'on n'a pas beaucoup entendu sur cette question. Vous êtes là au titre du collectif Fils de France. Les musulmans étaient dans la rue hier, les musulmans français étaient dans la rue pour exprimer leur mécontentement devant ce texte. Pourquoi ? Oui, bien sûr, je me présente rapidement juste pour dire que je fais partie de l'association Fils de France, dont le président quand même Kamel Béchik fait partie des porte-paroles de la Manif pour tous. Donc ça veut dire que très vite, très tôt, les musulmans se sont mobilisés sur cette question. Oui, effectivement, les musulmans, au nom de leur valeur familiale, sont totalement contre ce projet de loi, c'est évident. Et c'est vrai que l'enjeu pour nous était vraiment de les mobiliser sur le terrain. Et là, on se rend compte qu'ils ont été présents, de plus en plus présents. Alors moi, je tiens juste à faire un petit rappel. C'est le fait que effectivement, ils ne sont pas aussi facilement mobilisables que d'autres communautés comme les communautés catholiques, etc. Mais il n'empêche que au niveau des élections, ils sont effectivement de la même manière moins facilement mobilisables. Donc si on les secoue comme ça, on les choque de cette manière avec des lois de ce genre, les musulmans qui ont d'habitude l'habitude de voter à gauche reverront leur position aux prochaines élections, notamment locales. On va écouter, je cite Béatrice qui nous écrit sur le site internet de la radio. Retrouvez-moi sur France Info pour une réaction à la balade hier avenue de la Grande Armée de quelques badauds. Ce sont les propos de Jean-Pierre Michel que nous avions tout à l'heure. Une balade de quelques badauds. Patrice André, cette balade de quelques badauds suffira-t-elle à bouger les lignes ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'immense mérite de cette manifestation, c'est de montrer aux institutions qui sont appelées ensuite à se prononcer sur le projet de loi que le peuple de France n'est pas d'accord. Ça, c'est très important parce que l'un des éléments, quand on prend une décision, c'est de se sentir soutenu par le fond même de l'État, de la nation dans laquelle on vit. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a derrière ce projet de loi, et c'est un élément fondamental qui explique la mobilisation, il y a derrière ce projet de loi une idéologie qu'on appelle l'identité de genre, et j'attire l'attention de tous ceux qui nous écoutent, que cette théorie qui paraît fumeuse à beaucoup puisqu'elle vise à dire qu'il n'y a aucune différence entre un homme et une femme, est en marche. L'arrêté sur l'égalité dans les cotisations d'assurance du 18 décembre 2012 qui vient d'être pris, c'est l'identité de genre. La suppression des retraites proportionnelles pour les femmes qui ont élevé 3 enfants au bout de 15 ans de travail, c'est l'identité de genre. Et le gouvernement vient de prendre le 31 octobre 2012 un programme complet d'action gouvernementale sur l'identité de genre, imposant dans tous les domaines de la vie sociale, que ce soit à l'école maternelle, à l'école primaire, dans les fédérations sportives, dans la formation des médecins, des infirmiers, à la télévision, à la radio, les mesures nécessaires pour imposer cette théorie qui, je vous le rappelle, consiste à dire des choses aussi ahurissantes que celles qu'on entendait au Sénat. Et je pense que notre intervenant de tout à l'heure devrait méditer sur ces phrases. Madame Mécari, dans un débat public, le 12 septembre 2012, avocate de la cause Sénat, LGBT, a déclaré de façon très nette, la relation naturelle entre un homme et une femme, c'est une violation de l'amour, c'est une violation des droits de l'homme. Voilà où nous en sommes. L'idée, c'est de faire en sorte que, dans l'avenir, il n'y ait plus aucune différence. Et je dis, et je l'affirme, que si on pousse jusqu'au bout ces déclarations qui sont extrêmement nettes, qui disent qu'il faut en finir avec la division sexuelle du travail et que les mères ne soient plus amenées à concevoir, un jour,
on dira, et on le dit déjà, l'homophobie justifiant pourquoi pas des mesures pénales, ce sera simplement le fait de dire qu'il y a une différence entre un homme et une femme. On espère qu'on n'en arrivera pas là. Christine Boutin est en ligne avec nous. Bonjour Madame Boutin, vous êtes présidente du Parti chrétien-démocrate. Des images vous montrant en pleine perte de connaissance hier ont tourné sur Internet. J'espère que vous allez mieux. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur ce point ? Oui, je vous remercie beaucoup. J'ai très mal à la gorge aujourd'hui. Vous savez, j'ai découvert hier que j'étais un casseur institutionnel. C'est nouveau, j'ai 69 ans. C'est la première fois que j'ai été reçu des gaz lacrymogènes. Donc oui, merci beaucoup, ça va mieux. Cela dit, effectivement, j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ces gaz, mais c'est peut-être ça ce qui m'a fait perdre connaissance. Je pense que c'est plutôt la douleur parce que ça fait excessivement mal. Mais au-delà de cela, aujourd'hui j'ai mal à la gorge. Mais ce qui est plus important et beaucoup plus grave, me semble-t-il, c'est que en fait, les familles ont été, on leur a envoyé des gaz lacrymogènes, et je trouve que, si vous voulez, la riposte de la police à l'égard de ces manifestants était complètement disproportionnée. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une photo que j'ai découverte de deux hommes âgés qui sont assis sur un banc et qui viennent de recevoir des gaz lacrymogènes. Oui. Bon, et bien cette photo, il se trouve qu'un des deux je le connais, donc j'ai pu lui téléphoner. Ça s'est passé à 15h30, avenue Foch. Donc c'était absolument pas en fin de manifestation, c'était absolument pas des casseurs. Et ces gens, pour quelle raison, on n'en sait rien. On a également entendu depuis le haut du podium les détonations des grenades lacrymogènes sur l'avenue Carnot. Sur laquelle il n'y avait aucune raison de vouloir disperser la foule. Est-ce que vous pensez que... Oui. J'imagine, si vous voulez, j'explique les choses comme cela, peut-être que je me trompe, mais personne ne s'attendait à une mobilisation aussi forte. Elle est énorme, cette mobilisation. On était plus nombreux hier que pour le 13 janvier. Et je pense que la police et le pouvoir n'estimaient pas une telle mobilisation, et ils ont été eux-mêmes un peu débordés. Et je pense que les ordres ont été donnés de réagir pour pouvoir contenir cette foule immense. Et ça a été disproportionné. Si vous voulez, c'était comme si on était des délinquants et des casseurs. Il est vrai que la police a peut-être su apporter une réponse plus prompte pour calmer les ardeurs apparemment sanguinaires de la foule réunie hier place de l'Étoile, que lorsqu'il y a des drames en banlieue ou à Marseille Nord, même s'il ne faut pas faire d'amalgame, c'est quand même ce qui prédomine dans l'opinion publique aujourd'hui. Oui, de toute façon, je pense que c'est un très mauvais point pour le gouvernement. Moi, j'ai demandé la démission du préfet de police, qui ne sait pas compter, parce que quand même, nous dire que nous étions 300 000, c'est une provocation, c'est une insulte. Moi, j'ai vu les gens qui étaient blessés, en disant mais on ne les écoute jamais, on nous prend pour des imbéciles, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc monsieur le préfet de police ne sait pas compter, ça c'est une certitude, je ne sais pas si on était 1,4 million, je veux bien l'admettre, mais même si tout le monde est d'accord pour dire que c'était la plus grosse manifestation depuis 20 ans. Donc nous dire qu'on était moins nombreux que le 13 janvier, c'est un scandale. Donc démission du préfet de police et démission de monsieur Valls, car moi je n'en veux pas au CRS, je pense que ce sont des hommes formés. Ils savent très bien doser leur riposte au danger, et on leur a donné des ordres de fermeté extrême. Ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit, absolument. Absolument. Oui. Ils ont dit, dans les premiers rangs, si vous voulez, toutes les personnes qui se trouvaient face au CRS, il leur a bien été dit, nous avons des ordres, reculez, nous allons être obligés, nous vous demandons de vous envoyer des gaz lacrymogènes sur la figure. Oui, mais c'est ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Oui, mais c'est la raison pour laquelle M. Valls a... Du reste, M. Valls l'a avoué ce matin sur RTL, puisqu'il a dit que la police avait été très fidèle et très... Voilà, donc voilà, très bien. Et ils ont été fidèles aux ordres, on ne peut pas leur en vouloir à eux. Mais c'est au pouvoir politique que l'on en veut. Mais au-delà de tout ça, si vous voulez, ce qui est plus important, c'est la France, c'est notre pays, c'est les Français. Et honnêtement, si le président de la République, parce que maintenant tout étant sa responsabilité, ne prend pas une décision, et en particulier sur ce texte, de le retirer, de le soumettre à référendum, je pense que ça va aller très mal. Parce que les mécontentements sur le travail, sur le boulot, sur le chômage, sur le logement, sur le fait de pouvoir manger tous les jours à sa faim, tous ces mécontentements, plus les mariages gays pour lesquels nous sommes opposés, vont se cristalliser
et nous allons être dans une société où la paix civile va être menacée. Et c'est au président de la République d'assumer cette responsabilité de la paix. C'est sa première mission. Merci beaucoup Christine Boutin d'avoir été Merci avec nous. vous. Je rappelle que vous êtes présidente du Parti chrétien-démocrate. Je vais citer, Merci beaucoup. merci à vous, une famille pacifique qui nous écrit. Nous étions hier à la manif, merci et immense bravo aux organisateurs. En rentrant tranquillement chez nous, drapeau replié, sans aucune revendication, nous avons croisé un couple qui nous a apostrophé méchamment, salut les fachos, comme quoi si on n'est pas de leur avis, sans avoir le droit de se défendre, nous sommes tout de suite insultés, vive la démocratie. Et qu'en pensez-vous, Laurence Cheng? La gauche pour le mariage républicain. Oui, au moment où Albéric Dumont prononçait la dispersion, coordinateur national, conformément aux instructions de la préfecture de police, puisque nous sommes dans la légalité, voilà, nous n'appelons à jamais rien d'illégal, par respect pour les lois et par respect pour nos manifestants, une famille aurait reçu de l'eau de Javel, voilà, et ça n'est pas le fait des forces de l'ordre, mais de contre-manifestants. Voilà la violence à laquelle on est confronté. Quand j'entends le sénateur Michel qui nous reproche d'être venu avec des familles, alors que des services de babysitting avaient été faits, tout ça s'est fait, si vous voulez, dans la plus grande solidarité. Il y a eu du covoiturage, des hébergements à domicile, etc. Un système de péréquation qui permettait aux Parisiens qui n'avaient que à sortir leur carte Navigo d'aider financièrement des provinces plus éloignées, etc. Donc, on voit bien que quand on nous accuse de mettre des enfants en avant, excusez-nous d'avoir des enfants. Est-ce qu'à la manifestation du 27 janvier, qui était pour le mariage gay, où on voyait des slogans qui disaient la sodomie ça ouvre l'esprit, ou un homo, une balle, un hétéro, une balle, sa famille, une rafale, ou Hollande, si tu recules, je ne dirai pas la suite, et là, il y avait des enfants. Et je ne vous cite pas le slogan le plus grossier que j'ai vu. Allez, il est encore y avait trop beaucoup tôt. d'enfants. On le gardera secret cette fois. Je vous en prie, Juste un Patrice mot pour André. dire qu'il y a quand même un très très grand message d'espoir au-delà de cette mobilisation absolument inattendue. Ce message d'espoir, il est lié à cette surprise des institutions, du gouvernement, qui n'a pas vu l'intensité et la force de ce qui allait se passer. Parce que nous avons fait la démonstration qu'aujourd'hui, même sans les médias, puisqu'il y a eu un blackout complet des médias sur toute cette préparation. Aujourd'hui, même sans les médias, nous sommes capables, simplement par les réseaux qui ont été mis en place et par Internet, de mobiliser des foules sans précédent. Et ça, le gouvernement ne peut absolument pas le contrôler, ni l'institution médiatique.